un petit point sur le pourquoi du comment de cette recherche et puis comment s'est formalisée cette présentation. J'étais hier sur Montpellier et on avait une problématique d'innovation territoriale. Et on a débattu longuement de cette problématique du fichier et du comment des flux d'informations qui sont externes rentrent de plus en plus dans les collectivités territoriales et sont faites en tant qu'injonction dans l'évaluation des politiques publiques, dans le pilotage, dans le contrôle. Toutes ces problématiques qui envahissent l'administration, mais qui aussi indirectement posent des problèmes aux élus, en ce qui concerne notamment la protection des données personnelles, la relation aussi à l'usager, la personnalisation de cette relation et aussi tout ce qui est fidélisation. Donc c'est des problématiques qui sont récurrentes dans les collectivités territoriales et qui, avec les nouvelles technologies, posent de réelles problématiques, notamment par rapport à la CNIL, et puis dans ce besoin aussi d'interactivité nouvelle et le besoin aussi des usagers de participer à l'action publique qui sont multipliés par de nouveaux outils de communication. En ce qui concerne la problématique sur cette logique de performance dans les services publics, j'aime pas trop le mot performance parce qu'on a du mal à travailler ce que c'est concrètement dans un service public que la performance, notamment par rapport à des modèles sur la valeur, sur des relations aux externalités, sur des indicateurs qui sont multiples et puis sur des choses qu'on a du mal à définir et qu'on entend parler comme étant de fait une logique, mais qui sont matérialisées souvent par uniquement une relation à l'usager et une problématique amenant aussi à développer de nouvelles techniques pour être plus efficient, plus performant, plus efficace, mais avec des indicateurs multiples aux fonctions difficilement définissables. Sur la présentation, je reviendrai sur plusieurs éléments, notamment sur la logique plutôt de l'optimisation de la chaîne de valeur pour comprendre un petit peu tout ce qui se passe en termes de logistique, en termes d'optimisation des flux et en termes d'intégration de ces flux dans le comportement des acteurs administratifs. Je reviendrai après aussi sur tout ce qui est rôle à l'usager client, la relation, tout ce qui se passe en termes d'interface, permise notamment par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et puis, je reviendrai sur quelques exemples concrets pour vous montrer que ce n'est pas forcément uniquement une lubie de certains élus de se plonger dans le numérique pour pouvoir travailler la relation à l'usager client. Alors, usager, client, contribuable, là encore, de grandes problématiques liées au rôle que l'on fait jouer à ces nouvelles technologies de l'information et de la communication, qu'on soit dans le recrutement de l'information ou qu'on soit simplement dans une meilleure satisfaction de l'usage et de l'utilisateur. Là encore, des problématiques intéressantes à travailler. Au niveau du contexte, donc j'ai essayé de voir ce qui se passait autour pour pouvoir voir quel était l'impact de la sphère privée aussi dans ces nouveaux comportements, de voir un peu ce qu'on évoquait en termes de management public dans les domaines théoriques qui nous permettaient de comprendre comment, à un moment donné, on s'était posé la question d'intégrer le fichier, d'intégrer les nouvelles technologies, d'intégrer les données, comme pouvant permettre de travailler l'amélioration de la relation à l'usager client et puis l'amélioration aussi et à l'optimisation des processus logistiques dans une collectivité territoriale. Donc, premier point d'entrée, il y avait eu un ouvrage de Lofer et Burlot dans les années 83, dans les années 80 plutôt, qui avait déjà évoqué la problématique de la crise de légitimité. Donc ça, c'est relativement ancien, où le rôle du décideur n'était plus vécu comme de l'expertise pouvant amener à une prise de décision totalement légitime, et donc une remise en question de ce modèle qui a entamé tout un certain nombre de grands courants, notamment le courant de la nouvelle gestion publique ou New Public Management, déjà évoqué dans les contextes anglo-saxons, qui progressivement envahit la sphère publique française avec très certainement des modèles qui sont liés aux différents États et à l'appropriation de ces nouveaux outils de gestion dans la sphère publique. Donc il y a un certain nombre de modèles, notamment le modèle de Fairley et al., qui en 1996 a essayé de définir les différentes typologies du New Public Management et a notamment évoqué que la situation française était plutôt reconsidérée non pas par rapport à la relation au marché, mais plus à la relation au service public comme étant une des priorités et comme pouvant amener à un axe de définition de la performance. Donc on voit que là encore, des typologies qui sont annoncées comme des faits dans la théorie peuvent prendre différents aspects en fonction du pays dans lequel on se trouve.
Autre point intéressant qui permet d'avoir une compréhension sur l'environnement, la logique d'ouverture des frontières de l'organisation. Donc il y a un certain nombre d'auteurs qui ont compris que pour pouvoir travailler sur l'innovation dans une structure, qu'elle soit privée ou publique, il fallait retravailler cette relation de frontières et que l'innovation venait de la croissance externe et que indirectement tout ce qui nous arrivait en termes de flux pouvait amener de nouvelles idées à l'intérieur des organisations. Donc ça a progressivement aussi permis de rénover cette logique de bureaucratie. On a entendu parler de néo-bureaucratie ou de nouvelle gestion publique. Là encore, je pense que c'est vraiment par rapport à cet aspect de frontières et d'ouverture des frontières, notamment permise par les flux d'informations informatiques qui ont travaillé des nouvelles interfaces et de nouvelles relations entre l'usager et l'administration. Enfin, autre point intéressant, relativement récent, c'est l'entrée de nouveaux indicateurs de performance liés notamment à la satisfaction et à la qualité perçue. Donc intuitivement, ces nouveaux indicateurs de performance ont redirigé l'administration vers la satisfaction, vers l'utilisateur au centre de la définition des politiques publiques. Ou tout du moins la réintégration d'un certain nombre de données venant de l'extérieur pouvant permettre de redéfinir ou tout du moins de piloter les politiques publiques et les services publics. J'en reviens maintenant sur cette logique d'optimisation de la chaîne de valeur. Alors la chaîne de valeur, c'est certes un concept issu des stratégies de porteurs dans l'environnement privé, mais qui peuvent nous aider à redéfinir la logique d'intégration de ces nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les processus classiques, très bureaucratiques d'une administration. Donc ce qu'on peut dire, et ce qui a été évoqué par de nombreux auteurs, c'est que d'une part, l'intégration de ces nouvelles technologies dans la chaîne de valeur permet de redéfinir le rôle des agents. On passe d'une logique centrée sur le back vers le front office. Indirectement, ça a redirigé le rôle des agents qui sont en charge de la relation au client. Donc je fais référence notamment à la charte Marianne qui a permis de redéfinir ce rôle d'accueil de l'usager comme étant une des priorités de l'administration pour pouvoir redéfinir les critères de satisfaction. Donc indirectement, l'automatisation des tâches, la dématérialisation a permis de redéfinir le rôle de ces agents, de leur laisser plus de liberté, plus d'autonomie dans leur fonctionnement, ce qui a permis aussi indirectement de mieux satisfaire l'utilisateur. Autre point intéressant, c'est le développement de nouveaux métiers. On voit apparaître dans les collectivités de plus en plus de webmasters, de community managers qui ont en charge de gérer l'interface, de gérer les nouveaux métiers et puis de permettre d'intégrer de nouvelles fonctionnalités dans les collectivités territoriales. Autre point important par rapport à cette optimisation de la chaîne de valeur, on en a parlé tout à l'heure, c'est cette nécessité de travailler sur l'interopérabilité des données. On a des données qui sont multiples. Et on a aussi des problématiques d'intégration de ces données dans la prise de décision qui ne sont pas forcément évidentes puisque le système d'information d'une collectivité territoriale est relativement ancien et il y a du mal à évoluer par rapport à l'appropriation de ces nouveaux outils. Donc là encore, les acteurs sont plutôt réfractaires à intégrer une sorte de millefeuille qui correspondrait à une multiplicité de canaux de diffusion qui rentrerait comme étant de fait une aide à la décision mais qui a du mal à être mise en relation avec la performance de la prise de décision. Alors, un petit slide qui vous présente un petit peu les différents impacts que peut avoir le système d'information et puis ses entrées de flux par rapport à différentes fonctions, qu'elles soient fonctions principales ou fonctions annexes ou principales, notamment sur des nouvelles logiques qui peuvent être intéressantes pour la compréhension du rôle du fichier dans l'administration, c'est ces logiques d'open source, c'est-à-dire que beaucoup de collectivités territoriales maintenant se sont lancées dans la production de données en direction des utilisateurs pour pouvoir produire des innovations sur le territoire. Donc je reviendrai notamment sur les applications mobiles développées par les utilisateurs qui sont de nouvelles pistes d'entrée, de nouveaux flux informatiques pour les collectivités territoriales qui permettent aussi de redéfinir la relation à l'utilisateur. Autre point intéressant sur l'impact de la doléance. Alors la doléance est de plus en plus utilisée dans des SEM, dans des opérateurs qui ont compris que l'insatisfaction, la remontée d'informations liée à un comportement et une expertise d'usage pouvait permettre de redéfinir la relation au service, pouvait permettre de redéfinir les politiques publiques. Et ces nouvelles interfaces ont été notamment permises par l'utilisation de la téléphonie mobile. Je reviendrai sur quelques exemples après.
Mais ce qu'on peut dire, c'est que si on devait définir la performance à travers le fichier numérique, ça serait déjà une performance technique de réintégration de critères extérieurs et d'indicateurs extérieurs qui rentrent à l'intérieur d'une collectivité territoriale, qui permettent de retravailler la performance organisationnelle, qui permettent de redéfinir les modèles et qui permettent de retravailler cette relation au numérique. Je m'étais amusé il y a quelques années à travailler avec des collègues sur le formulaire de contact et à modéliser ce qui se passait concrètement lorsque un citoyen envoyait un message via la plateforme Internet d'une collectivité territoriale pour savoir un petit peu quels étaient les acteurs qui intervenaient pour redéfinir un petit peu cette relation de proximité via les nouvelles technologies de l'information et de la communication, parce que effectivement, quand on parle de technologie de l'information et de la communication, on peut se dire, bon, on est sur une logique d'impersonnalisation de la relation, de distance, mais indirectement, pour une certaine partie de la population, notamment pour les plus jeunes, c'est aussi une nouvelle porte d'entrée de relations avec la collectivité territoriale et avec les administratifs. Donc là, on avait un petit peu schématisé ce qui se passait lorsqu'on envoyait un message à la collectivité territoriale. Donc, différents acteurs, on l'a vu tout à l'heure, des webmasters qui interviennent, des cellules de proximité, et puis surtout la redirection vers les différents services pour pouvoir avoir une réponse adaptée. Une réponse adaptée aussi au niveau du temps, parce qu'on est sur des processus qui doivent être rapides. Mais on avait constaté qu'en fonction de la réponse, bizarrement, ça prenait beaucoup plus de temps que d'envoyer un courrier. Et puis par la suite aussi, on s'était aperçu que la réponse était souvent faite par une version classique, papier, puisque ça demandait une réponse approuvée par le maire. Et donc indirectement, ça insatisfaisait les utilisateurs, puisque les réponses étaient beaucoup plus longues que l'envoi du message. Donc là encore intéressant, quand on voit qu'on veut mettre en place un process de relation numérique et rapide, ça peut prendre beaucoup plus de temps que dans une administration privée. Une chose intéressante aussi par rapport à un courant anglo-saxon. Alors si je tremble, c'est le froid, hein, mais ne vous inquiétez pas. Parce que j'étais à Montpellier et Nice, donc c'est le dernier stade, et puis après je remonte au pôle Nord. Donc là, chose intéressante sur la relation client. On a travaillé dans les entreprises privées sur le CRM, c'est-à-dire le Customer Relationship Management, c'est-à-dire l'accumulation de données pour travailler la fidélisation, la personnalisation. Des courants anglo-saxons, notamment Nazirin et Baigri, ont travaillé en 2010 sur le CRM, sur le Citizen Relationship Management. Alors la vocation était d'intégrer de la donnée pour pouvoir connaître l'utilisateur, pour pouvoir se servir de la donnée, pour lui rendre un meilleur service. Alors en France, on a une problématique aussi, et notamment les services de la Poste se sont lancés dans cette logique de CRM ou CIRM. Ça a posé un certain nombre de problèmes d'éthique, puisqu'on a donné le rôle aux facteurs d'accumuler des données pour pouvoir à un moment donné mieux connaître l'utilisateur. Donc ça, en France, on a du mal sur cet aspect protection de la vie privée, relation au service, et notamment lorsqu'on est dans un service mi-commercial, mi-privé, cette relation a du mal à être définie par rapport à cette individualisation de l'information. Alors, ces courants se focalisent sur notamment la relation aux usagers, la connaissance de l'usager client, et puis on essaye de replacer l'utilisateur au centre de la construction du service. Ça implique notamment de mettre en place tout un système de remontée d'informations basé sur les interactions, basé sur de nouveaux outils qui permettent à un moment donné de pouvoir mieux connaître l'utilisateur. En ce qui concerne cette remise au centre de l'utilisateur, ça évoque souvent la personnalisation du service public, à l'aide de données variables, que ce soit des adresses, des informations diverses sur son comportement, sur des aspects un peu plus personnels aussi de l'arborescence des sites internet, cette possibilité de personnaliser la relation par tout un tas d'outils que je vais détailler par la suite, nous amène à travailler de nouvelles notions que certaines SEM ont mis en place, notamment l'expérience d'usage, le retravail de l'attractivité de l'offre, la problématique aussi étant de répondre à des attentes de plus en plus complexes vis-à-vis des services publics, et aussi retravailler les indicateurs de qualité perçus sur ces nouveaux enjeux. Alors, pour rester dans le timing, un certain nombre d'outils, on en a discuté hier, sont en train de rentrer dans la sphère publique.
notamment les systèmes d'information géographique qui sont en empilation de données alphanumériques et de cartes et de cartographie qui permettent de faire converger sous l'effet d'un espèce de millefeuille un certain nombre d'outils et de données qui permettent de proposer de nouveaux services sur la géolocalisation, sur la multimodalité, qui permettent aussi de travailler sur la veille technologique et juridique, sur le plan d'occupation des sols, sur la proposition aussi de la gestion d'un certain nombre de services pour les collectivités territoriales. Et ce système d'information géographique, maintenant, est en train de passer pour beaucoup de collectivités territoriales en open source pour fournir de meilleurs services aux utilisateurs. Et puis, en ce qui concerne les processus logistiques dans une collectivité, pour améliorer la relation entre les services, pour pouvoir retravailler aussi les aspects beaucoup plus visuels d'une cartographie et pouvoir à un moment donné croiser des données. Autre point important qui est effectivement en relation avec les systèmes d'information géographique, c'est la téléphonie mobile. Indirectement, nos téléphones mobiles permettent maintenant d'être géolocalisés, de pouvoir proposer un certain nombre d'applications qui permettent de mettre en relation des utilisateurs, qui permettent de travailler le client to client, le business to client, qui permettent de retravailler la relation à l'expertise d'usage. Alors, une expérience intéressante, j'ai discuté avec un DG hier d'une collectivité territoriale, qui ont mis en place une application mobile qui permet de signaler les récurrences en ce qui concerne les services des transports, sur les insalubrités, sur les retards de bus, qui sont directement redirigés vers la collectivité territoriale par le biais d'un SIG, qui permettent aux gestionnaires, sur le biais d'une cartographie, de signaler les problématiques. Donc on voit qu'il y a des choses qui sont intéressantes, qui permettent de retravailler le pilotage de la qualité des services structuraux et qui permettent de retravailler la relation aussi à la réactivité vis-à-vis d'un service public. Alors ces nouvelles approches retravaillent notamment la proximité, la réactivité et permettent aussi de remettre au centre l'expertise d'usage. Donc là je vous redirige vers Calon-Lacoume, qui avait déjà entrepris que cette expertise vis-à-vis de la compétence de l'usager client peut être un facteur important de performance pour une collectivité territoriale, puisqu'elle permet à un moment donné de replacer, compte tenu aussi de la connaissance du terrain, un certain nombre de problématiques liées justement à notre propre usage du service public. Alors, je mets un petit bémol par rapport à ça sur l'actif spécifique. Là, je renvoie à la théorie des coûts de transaction, où il y a une réelle problématique du service public sur quel est le rôle de l'utilisateur, quel est le rôle de l'usager et quel est le rôle de cette compétence à l'intérieur de services très techniques, comme peuvent l'être le service des eaux ou comme peuvent l'être le service des transports, qui demandent à un moment donné d'avoir beaucoup plus de connaissances que n'en a l'expertise d'usage ou que n'en a l'utilisateur. Donc là encore, la participation, oui, mais à partir du moment où on retravaille l'intégration par rapport à la traduction de cette expertise d'usage vis-à-vis d'un service. Alors, juste quelques exemples de fonctionnalités par rapport à ces applications mobiles qui permettent de retravailler la logique à l'événementiel, la logique à la multimodalité, la logique à la proximité citoyenne. Donc, on voit tout un tas de choses sur la participation. Je ne m'étends pas plus là-dessus. Autre chose qui est en train aussi indirectement de transformer la relation aux utilisateurs, les réseaux sociaux, par rapport à la logique d'événementiel, par rapport aussi à la logique de nouvelles typologies de relations. Alors on peut se demander pourquoi j'ai parlé de Facebook lorsqu'on est sur le fichier, mais on s'aperçoit que c'est une nouvelle piste de relation à l'attractivité d'un territoire. C'est une nouvelle relation avec une certaine classe de la population qui permet indirectement de retravailler une nouvelle relation avec l'utilisateur. Alors, il y a un petit observatoire qui s'est monté récemment sur la surveillance des collectivités territoriales par rapport à leur utilisation de Facebook. Et on voit que 54% des préfectures se sont déjà lancées sur une page Facebook en type d'avatar, qui permet de travailler sur des logiques d'événementiel, qui permet de travailler sur la gestion de la marque. Alors c'est un petit peu un gros mot de parler de gestion de marque dans une collectivité territoriale, mais c'est un vrai fait qui permet aussi de travailler des logiques de communication. Alors on voit vraiment que cette logique liée à Facebook permet de retravailler de nouvelles logiques. Alors je vous renvoie à la théorie de l'acteur réseau, lien faible, lien fort, Granovetter en 1973, qui avait déjà compris que
pour pouvoir retravailler la relation à l'utilisateur, à l'usager, il faut se permettre de pouvoir établir des relations de proximité, comment dire, de retravailler en fait cet aspect de proximité avec l'utilisateur. Et l'utilisation de Facebook est intéressante par rapport à ce point-ci, c'est que l'utilisation par le biais du feed, c'est-à-dire du commentaire, de l'information que l'on transmet, s'insinue de façon un peu perverse à l'intérieur de votre propre réseau d'amis et indirectement on retravaille ce qu'on a appelé avec un collègue une stratégie d'infiltration où il faut essayer de dépasser le rôle de l'institution pour pouvoir retravailler les messages de communication, se rapprocher de l'utilisateur pour pouvoir indirectement pervertir cette relation ascendante entre l'administration et l'usager. Alors ça se traduit aussi par beaucoup de services pour les collectivités territoriales sur le client to client, le covoiturage, qui sont de nouveaux services proposés à partir de ces plateformes qui créent une nouvelle typologie d'information dans la collectivité territoriale. Je terminerai sur un outil aussi relativement à la mode, la Smart City, qui indirectement, par le biais du Big Data, permet toute une accumulation de données autour des systèmes fonctionnels, autour des projets structuraux d'une collectivité territoriale, qui permet de travailler l'amélioration de services et aussi l'efficacité. Alors on a dressé une petite typologie sur les Smart Cities qui permettent de comprendre leurs réels impacts dans la collectivité territoriale. Donc dans un premier temps, on peut dissocier tout ce qui est Smart Energy. Alors on a tout un tas de petits moteurs de surveillance qu'on appelle des Smart Grid qui permettent de surveiller la pollution dans une collectivité, d'optimiser les projets structuraux, d'optimiser les services centraux, etc., etc. Un autre pan qui évoque la Smart Société, qui est une ville intelligente pour accroître son attractivité. Donc là, je suis plus sur la gestion de la marque, qui permettent de générer un certain nombre de cartes au service de la population. Enfin, tout ce qui est smart déplacement, qui nous permet direct et indirect de pouvoir surveiller le trafic routier, de pouvoir moduler le trafic routier pour pouvoir fluidifier la circulation. Et enfin, le point aussi relativement nouveau, c'est ce qu'on a caractérisé par smart innovation, qui permettent de travailler les aspects de la multimodalité, qui permettent d'ouvrir les données publiques pour que les utilisateurs puissent s'accaparer l'environnement public à partir de la donnée. Donc ça, c'est relativement nouveau et relativement intéressant. Cette Smart City engendre un certain nombre de données et de flux numériques nouveaux qui permettent d'accumuler de la connaissance, qui permettent de travailler l'attractivité, qui permettent de mettre en place un système de veille stratégique, ce qu'on appelle le knowledge management. Beaucoup de collectivités territoriales ont fait appel maintenant, dernièrement, à une petite smart start-up française qui permet, par le biais d'un logiciel de gestion, sur la surveillance des annuités passives de la collectivité territoriale, de permettre de projeter ce que sera à 2 voire 5 jours les événements sur la collectivité territoriale. Donc c'est un système de gestion de risque qui permet... C'est un système... Voilà, c'est un système, pardon, j'ai baissé le micro, c'est un système, c'est un logiciel de gestion en fait qui permet de prédire à 2 à 5 jours sur la collectivité ce qui va se passer en termes de circulation, en termes d'événements. En fait, on accumule toutes les données par référencement sur les différentes plateformes type Google, Yahoo, tout ce qui s'est passé en termes de données, de presse, d'événements, etc., pour pouvoir mettre en place un modèle prédictif et pouvoir, pour que les administratifs et les élus puissent prédire que dans 2 ou 3 jours, il y a eu une circulation sur les années précédentes qui va permettre d'anticiper en fait et de mettre en place des scénarios de prédictibilité de l'action publique. D'autres points aussi intéressants par rapport aux métriques qui sont maintenant de plus en plus facilement accessibles. Les métriques, c'est toutes les données qui permettent d'accumuler un certain nombre de statistiques sur le comportement des utilisateurs, des usagers. Alors, ces métriques sont liées aux applications mobiles et ils sont aussi liés maintenant aux nouveaux outils et aux médias sociaux qui sont aussi construits et leurs business models sont aussi construits sur cet objectif de fournir à l'utilisateur un certain nombre de données. Donc, ils sont facilement accessibles, facilement manipulables et directement utilisables par la collectivité territoriale. Je vais donc conclure, j'espère avoir respecté le timing, sur un certain nombre de points. Alors, on en a discuté hier sur le cadre juridique problématique en ce qui concerne l'utilisation de la donnée numérique, qui est un vrai problème pour les gestionnaires,
puisqu'on se retrouve face à une volonté de connaître, mais avec un cadre qui ne le permet pas, sur l'accumulation de la donnée, sur la relation par la newsletter, sur la personnalisation de l'information, qui sont relativement basées sur, si je me permets, il ne faut pas faire de faute en termes juridiques, sur les lois de 78 qui ont évolué 2004-2005, mais qui indirectement ont redonné un rôle majeur à la CNIL et qui posent des problématiques sur l'utilisation de cette donnée pour en faire un argument marketing. Il y a une appropriation encore relativement défaillante des collectivités territoriales par rapport à ces nouvelles technologies. Alors il y a beaucoup d'effets d'annonce, mais quand on interroge les acteurs de terrain, on voit qu'on est encore dans une appropriation difficile de ces nouvelles technologies. Autre point intéressant, c'est sur l'approche non instrumentale du fichier. Les utilisateurs, les administratifs veulent de plus en plus de flux d'informations, mais ils ont du mal à matérialiser l'intégration de ces fichiers dans leur comportement de prise de décision, de gestion au quotidien. Donc là encore, ils veulent plus d'informations, mais ils ont du mal à matérialiser dans les processus fonctions principales et fonctions support le rôle de ce fichier dans l'aide à la prise de décision. Il y a aussi une agrégation des données numériques qui est encore perfectible. J'avais travaillé sur la démocratie participative, avec la volonté de réintégrer les jeunes à l'intérieur de ces process pour qu'ils soient beaucoup plus effectifs et qu'ils puissent représenter une population beaucoup plus large en termes de segmentation. Là encore, l'utilisation de ces réseaux pose une nouvelle problématique puisqu'on fait rentrer un nouveau flux d'informations qui doit être intégré à un projet classique. Et là encore, la concordance et la convergence des flux numériques et des flux ont encore du mal à être réellement intégrés au processus de décision. Des choses intéressantes en ce qui concerne ces projets numériques et les systèmes d'information géographique. Il y a une collectivité territoriale qui a lancé une expérience dernièrement où on a, sur un projet structurant, fait participer des acteurs via une plateforme numérique, via Facebook, pour pouvoir leur demander ce que serait le devenir de ce parc et comment ils pouvaient intégrer leur expertise d'usage dans la composante géographique et topographique de ce lieu. Et on a vu que à chaque phase du projet, il y avait directement une action sur la cartographie, sur le système d'information géographique qui permettait de réellement visualiser l'impact de cette participation dans le projet. Donc là, on voit aussi que la cartographie, l'image 3D, peut avoir aussi un impact sur le pilotage collaboratif d'une action collective. Autre point intéressant sur les applications mobiles qui sont un réel point d'entrée nouveau pour les collectivités territoriales. De plus en plus d'entreprises se lancent dans la relation avec les collectivités territoriales sur la construction d'une application mobile. Presque toutes les collectivités territoriales ont une application mobile pour faciliter la multimodalité, pour proposer de nouveaux services aux utilisateurs. Et naturellement, dès qu'on ouvre une application mobile, indirectement, on est géolocalisé et on fournit un service à la collectivité territoriale sur son lieu de consommation indirecte du service public. Enfin, un dernier enjeu, et je conclurai là-dessus, sur des logiques de crowdsourcing et de crowdfunding. On avait une petite expérience hier sur une expérience théâtrale où on a carrément laissé le processus de construction de l'offre aux clients et on leur a laissé aussi la possibilité de financer cette action. Donc là encore, le financement et l'ingénierie financière, la donnée venant de l'extérieur est aussi un point intéressant d'accumulation et de réalignement de l'offre en ce qui concerne notamment la culture et le social dans les collectivités territoriales. Et je vous remercie. Bien, Grégory Smith nous a donné une présentation très très positive des nouvelles technologies et de l'impact qu'elles pouvaient avoir à la fois sur la relation avec les usagers et sur les performances des services publics. Le problème étant que ces nouvelles technologies sont plus ou moins bien intégrées. Il y a un processus d'acclimatation et d'apprentissage, d'appropriation des nouvelles technologies. Donc, bilan globalement très positif en ce qui concerne ces nouvelles technologies. Voilà.